sans grande connaissance, sans plan, il a décidé de venir. Il s'est perdu, évidemment. Il a tourné et tourné pendant des jours et des jours. Sa lumière a lâché. Il a fini par mourir. 1, 2, 3, panier, piano. Ahoy les moussaillons, bienvenue dans une nouvelle vidéo que nous appellerons, je ne sais pas encore comment cela va s'appeler parce que Mythes et légendes étant déjà pris par notre cher youtubeur Neoxy, nous allons donc prendre un autre nom. Oh, tu vois, je suis un peu déçu quand même. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une vidéo qui aura une série. Tout le monde s'en fout. Oui, un peu comme le Bon Délit et la BRZ, nous allons avoir une série sur les mythes et légendes du monde. Oh my god! Wow! Ouh. Pour cette première vidéo, nous allons donc partir et explorer un endroit... Il y a un écho de fou. Un endroit mystérieux. Un endroit qui regorge de secrets. Un endroit qui regorge également de mystères. Nous parlons des catacombes de Paris. De toute façon, ça doit être écrit dans le titre, alors qu'est-ce que vous me direz? Je remercie Grégoire derrière la cam qui se charge de faire le cadreur, peut-être une future vocation. Peut-être un jour. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais tout d'abord, faire de la prévention. Oui, parce qu'ici, on fait des trucs, mais on fait pas ça n'importe comment. Alors, pour vous préciser, on est dans les carrières de Paris, la partie non officielle qu'on va appeler les catacombes, etc. Et on va tout simplement un peu faire de la prévention parce que on peut pas descendre n'importe comment, on peut pas descendre n'importe où. Donc, je ne dirai pas par où on est descendu, je ne spoilerai absolument aucune entrée ou quoi que ce soit. Donc, si vous regardez cette vidéo en espérant découvrir des passages secrets pour rentrer dans les catacombes, c'est non. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, c'est tout. On respecte les lieux. Si jamais certains d'entre vous, certains petits malins arrivent à descendre dans les catacombes et arrivent à trouver une entrée, premièrement, ne descendez jamais seul. Descendez de manière générale plutôt à 2 ou à 3. Et surtout, descendez avec quelqu'un qui est déjà descendu et quelqu'un qui a une carte, quelqu'un qui a un plan, qui connaît un petit peu les catacombes parce que c'est pas comme on pourrait l'imaginer avec des trucs où c'est indiqué de partout avec des panneaux. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. C'est pas comme au-dessus à la surface. Si, on a... c'est des labyrinthes. Voilà, c'est pas compliqué, c'est un labyrinthe. On va se battre pour sortir, même si on doit en mourir. Vous pouvez vous perdre à n'importe quel moment, si vous n'avez pas de lumière, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de plan, vous pouvez vous perdre et rester bloqué. Alors bon, si vous avez un peu de chance, il y a quand même pas mal de personnes entre guillemets qui passent, donc vous pouvez toujours trouver quelqu'un, mais quand même. Donc, on descend pas tout seul, on descend pas n'importe comment, on respecte les lieux, pas de tag, pas de... je vais pas appeler ça des rites, mais vous savez, c'est des sortes de précautions qu'on prend par rapport aux autres personnes, etc. Quand vous visitez des salles, on laisse une bougie ou deux pour les personnes qui pourraient éventuellement plus avoir de batterie sur leur téléphone ou dans leur lampe pour qu'ils puissent au moins s'éclairer et sortir peut-être potentiellement avec une bougie. Ça peut toujours servir, c'est toujours mieux que rien, parce qu'il faut savoir que là, si on éteint la light, il fait noir. Ça va être tout noir. Impossible de voir. Et alors, le son, vous pouvez hurler autant que vous voulez, là on vous entend, mais 10 mètres plus loin, 20 mètres plus loin, on vous entend plus. On n'a pas besoin d'hurler, machin, etc. Il y a des gens qui décident de descendre pour être au calme, parce qu'ici on est vraiment coupé du monde, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Ils veulent juste être seuls, kiffer le silence, donc on respecte. Il y a des endroits où on sait très bien qu'il y a des gens qui font la teuf, là on fait pas la discrétion, mais voilà. Donc on respecte quand on descend les autres personnes éventuellement qui pourraient être là pour un besoin de tranquillité. On n'entend vraiment rien. Pour vous résumer un petit peu qu'est-ce que les catacombes, qu'est-ce que les carrières de Paris, etc. Il y a plusieurs choses à savoir sur les catacombes et les carrières. Parce que ce qu'on appelle les catacombes, ça va être plutôt la partie un peu touristique, etc. Là, on est vraiment dans ce qu'on va appeler les carrières de Paris, le GRS, donc le Grand Réseau Sud, qui fait à peu près 300 km de couloirs, etc. À la base, les carrières de Paris ont vu le jour, c'était pour extraire du calcaire. Ce qu'on pourrait penser de ce que sont les catacombes, c'est pas... Comment je pourrais dire ça? En gros, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas que des os partout, et ça c'est vraiment des très petites parties. Vous allez surtout trouver de la galerie, des couloirs, des dédales, machin. Il y a de quoi se perdre, vraiment. Si vous n'avez pas un plan, ne descendez pas encore une fois. Donc c'était à la base pour extraire du calcaire, pour construire. Depuis 1955, il est interdit donc de descendre dans les carrières, sous peine de manger une amende de 60 €. Alors certains diront, ah, c'est 3 fois rien 60 €, mais quand même une petite somme pour certains. Pour ce qui est du GRS, il faut savoir qu'il s'étend sous plusieurs arrondissements de Paris. 5e, le 6e, le 14e et le 15e arrondissement. Vous avez
avez également des galeries sous le 13e arrondissement, beaucoup plus petits, c'est genre à peu près 25 km de couloir, etc. Alors c'est déjà beaucoup, on se rend pas compte, mais quand on descend, parfois on part d'un endroit et puis on se retrouve par exemple côté de Montparnasse, etc. où on est là, on se dit ah ouais quand même putain, alors qu'on n'a pas l'impression d'avoir parcouru tant de marches que ça, mais vu qu'en dessous, plus ou moins tu coupes à travers sous les bâtiments, et si vous aimez le contenu que je propose, on est déjà quasiment 18 000 au moment où je fais la vidéo, donc au moment où elle sortira, on s'en aura sûrement passé le cap des 18 000. Abonnez-vous, c'est très important, ça soutient la chaîne, ça permet de faire des vidéos comme ça, sachant que des vidéos mythes et légendes, j'aimerais en faire autour du monde, autour du globe, donc les USA, le Japon, donc c'est très important que vous vous abonniez, que vous mettiez des commentaires, ça incite au référencement, donc YouTube aime bien quand il y a des commentaires, donc ça permet d'être mieux référencé, ça permet d'être vu par plus de monde. Mettez aussi des pouces en l'air, très important. Vous pouvez aussi mettre des pouces en bas si vous n'aimez pas, évidemment, mais mettez un maximum de pouces en l'air, surtout c'est très important, et je vous en remercie. Suivez-moi, mesdames et messieurs, dans cette aventure. Donc là, vous voyez, on était dans une première salle, voilà. Donc ça, c'est des salles qui sont aménagées par les cataphiles. Hop. Et vous voyez, hein, on retrouve des graphes, par exemple. Voilà, il y a des gens qui écrivent. Alors ça encore, ça va, c'est pas trop méchant. Là, ici, à la rigueur, avec de la boue et tout ça, c'est quand même mieux. Mais bon, voilà. Et alors, regardez, on va voir un truc très intéressant. Si on regarde de très près, vous voyez ici, là, il y a plein de petits fossiles. Parce que, bah en fait, ce qu'on retrouvait ici, à l'époque, c'était en fait, c'est le lutétien. Donc en fait, ça date de la préhistoire. Genre ça a quelques centaines de millions d'années. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois qu'on est sur 300 millions d'années. On mettra le correctif tout de suite en sous-titre, si jamais c'est pas ça. Mais voilà, ça a quand même quelques centaines de millions d'années. Donc c'est pour ça qu'on retrouve plein de petits fossiles ici et là. Donc si on tend l'oreille... Attendez, la petite goutte d'eau. Donc là, vous voyez, là on est dans les couloirs, donc les carrières entre guillemets. Et là, il y a de l'écho. Ah! Mais vous voyez, je pense 50 mètres plus loin, on vous entend plus, quoi. Donc, vous pouvez toujours hurler à la mort ici, personne ne vous entendra. Alors, comme vous pouvez le voir, par terre, il y a de la boue. Ça, c'est de la bentonite. C'est de la boue d'injection. En gros, c'est ce qu'ils utilisent pour stabiliser le sol, etc. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu plein d'endroits où ça s'est effondré en fait. Il y a eu plein de trucs comme ça, mais on y reviendra plus tard. Ici déjà à l'époque où Paris s'appelait Lutèce, on excavait, on faisait de l'excavation de la roche calcaire, donc pour faire les constructions, etc. pour que les gens puissent fabriquer leur maison. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant c'était à ciel ouvert, c'est-à-dire que là on a au-dessus un truc, mais avant c'était à ciel ouvert. Donc vous voyez, déjà Lutèce, est-ce qu'on peut mettre tout de suite quand Paris s'appelait Lutèce en sous-titre? C'est très important. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au Moyen-Âge, on a continué à faire de l'excavation de la roche calcaire. En gros, au Moyen-Âge, ce qui s'est passé, c'est que l'excavation, le forage de la pierre calcaire, entre guillemets, est passé sous ce qu'on appelle le droit régalien. Alors, qu'est-ce que le droit régalien? Pour vous simplifier le truc, ça appartient au roi. C'est-à-dire que ça appartenait au roi. Ça appartenait au roi. Ça appartenait au roi. Ça salit. Pour pouvoir forer, il fallait avoir une autorisation, un permis, un peu comme aujourd'hui, vous auriez besoin d'un permis de construire pour pouvoir agrandir votre maison, et il fallait demander au roi le permis de pouvoir venir forer de la pierre. Forer du calcaire. Ah, regardez, juste ici. On pourrait passer par exemple, mais où est-ce que ça nous mènerait? Pas loin. Voilà, vous pouvez aussi voir qu'il y a pas mal d'eau. Et alors ça, en fait, l'eau remonte par capillarité. Donc en fait, techniquement, attention, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais techniquement, vous voyez, l'eau, elle est très claire, l'eau, elle est pure. Vous pourriez potentiellement la boire. Ce n'est pas une bonne idée du tout, mais... techniquement, l'eau est pure. Bon, y a des gens qui sont passés, qui ont sûrement pissé dans le coin ici et là, donc
La boire serait pas forcément une bonne idée, mais l'eau remonte par capillarité et donc techniquement pure. Voilà. Ouh, j'ai failli me cogner la tête. Et le pire, c'est qu'elle est vraiment nickel, quoi. Si vous regardez comme ça et tout, elle est transparente. Je mettrai pas les mains dedans par précaution, mais voilà. Il y a des endroits ici dans les carrières où en fait, là ça va, on a de l'eau au tibia, tranquille. Mais attention, il y a des endroits où vous pouvez avoir de l'eau jusqu'ici ou jusqu'ici. Ouais, le plus haut où j'ai été, c'était à la hanche et c'était déjà... voilà. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, sous terre, la température reste stable, à peu près 15 degrés, peu importe le mois dans l'année. Ici, il fait toujours à peu près 15 degrés. Donc en fait, il fait pas spécialement froid, il fait pas non plus spécialement chaud, c'est plutôt tempéré. Par contre, l'eau, je sais pas si elle change de température, mais en tout cas, au début, ça pique un peu. Là, tu la trouves comment, là, l'eau? Moi, je la trouve bien, l'eau. Oui, parce qu'on bouge pas. Ouais. Mais quand on bougeait, ça te tournait pas un petit peu, tu sais, au niveau sous le pied, là, en mode genre, tu sais, ça tacle un peu, en mode genre, Au début, c'était bien froid, mais en vrai, on s'habitue très vite. Là, ça va. Là, vous voyez, c'est écrit mur du cimetière. Parce qu'en fait, actuellement, nous nous trouvons sous le cimetière du Montparnasse. Et oui, juste au-dessus, il y a des gens morts. Après, c'est sûr, il y en a aussi dans les couloirs par ici, hein, mais là, au-dessus, il y a peut-être des gens morts. Il y a le métro aussi. Et il y a le métro. Et je pense que c'est le seul truc de signe de vie qu'on peut entendre, c'est les métros ici. Donc là, on va se rendre dans une salle que vous avez sûrement vue dans un de mes clips, qui est celui de Buzzline. Tout de suite extrait. Mes potes qui me disent qu'est-ce que je fais, ça déboîte. Dommage que tes sons ils passent pas en boîte. Pour vous expliquer, vous voyez là, le ciel est très bas. Et en fait, vous voyez ici, là, ces colonnes, elles supportent en fait ça là. Donc en fait, à n'importe quel moment, tu pousses dans le mauvais, tu t'appuies sur ce truc-là, tu peux te retrouver avec, je sais pas, des centaines de tonnes sur la tronche. Donc si jamais vous descendez et que vous êtes, c'est votre première fois, on touche pas à ça. Interdit. Grégoire, arrête de mater mon cul, je sais que tu le trouves attirant, mais quand même. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, il y a des gens, ils laissent des bougies, des chauffe-plats, pour justement, bah, si jamais vous vous perdez et que vous avez plus de lumière, et ben en fait, vous pouvez encore avoir un espoir pour ressortir, ça vous fera un peu de lumière. Et donc, nous sommes actuellement dans la salle qui s'appelle... C'est mal de dire, Camelot. Camelot. C'est écrit juste là. Camelot, c'est pas faux. Donc là, actuellement, nous sommes dans la salle de Camelot, qui est une des très nombreuses salles que l'on peut retrouver, en fait, dans les carrières de Paris. Alors, voilà. Là, on est sur un point important de l'histoire des catacombes, un fontis. Qu'est-ce qu'un fontis? Un endroit où il y a eu un éboulement de la structure, qui en fait, c'est un éboulement, hein, vulgairement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fontis, donc des endroits où les carrières se sont effondrées sur elles-mêmes, il y en a eu beaucoup. Alors malheureusement, on n'a pas répertorié tous les effondrements qu'il y a pu y avoir, mais c'est un point clé dans l'histoire des carrières, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers éboulements ont donné lieu à donc la création, on va dire, d'un héros, qui en gros était censé s'occuper de gérer tout ce qui était les fontis, etc., tous les éboulements, pour éviter que ça se reproduise, parce qu'il y a eu des maisons, c'est-à-dire, imaginez-vous, vous êtes chez vous, comme ça, tranquillement, pépouille, et puis là, tout d'un coup, vous sentez que la terre tremble, et la maison s'écroule sur vous, voilà. Vous avez plus de maison, potentiellement vous êtes peut-être mort aussi, d'ailleurs, après si vous avez un peu de chance, vous avez eu le temps de sortir, mais votre maison, elle est là, et en dessous encore. Vous voyez, ça c'est le niveau de la terre, et ça c'est le niveau où est votre maison. Donc un chiant de fou, c'est vraiment chiant. Dans le niveau de la chiantitude, vraiment relou. Mais bon, pour pas dire de bêtises,
Je reprends mes notes. Impossible de donner le nombre d'effondrements qu'il y a pu y avoir. Cependant, on sait que l'exploitation des carrières sous Paris a commencé dès l'époque romaine et s'est intensifiée au Moyen-Âge, augmentant les risques d'effondrement, évidemment. C'est comme le pétrole, plus on en prend, moins il y en a et plus on pollue. Ah, dommage, pas de chance. Premier signalement détaillé de Fontis remonte au XVIIe siècle, notamment avec les grands effondrements des années 1770, donc c'est ce que je disais, qui ont conduit à la création de l'inspection générale des carrières en 1777. Avant cette période, les effondrements auraient été moins documentés, mais ils étaient probablement fréquents, compte tenu du fait que c'était surexploité. En 1770, Paris subissait de nombreux effondrements à cause des carrières souterraines, et pour résoudre ce problème, le roi Louis XVI, connu comme celui qui a la tête qui roule. Il a donné donc Antoine Dupont, très bon joueur de rugby d'ailleurs, je pense que vous le connaissez, il a traversé les époques. C'est le jeune qui est dans la vidéo de Carlito McFly. McFly et Carlito, Antoine Dupont quoi. Tout de suite une photo d'Antoine Dupont. Puis Charles-Axel Guillaumeau, pour sécuriser la ville. D'ailleurs Guillaumeau était surnommé le sauveteur de Paris. Et oui, il y a pas mal de couloirs où vous avez des voûtes comme ça qui sont magnifiques. D'autres endroits où c'est un peu moins stylé, mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'endroits où il y a de la voûte, parce que de la voûte, c'est... je sais pas si c'est solide, mais en tout cas, c'est beau. Nous allons nous rendre dans une partie très intéressante, certains d'entre vous l'attendent depuis le début de la vidéo. Nous allons donc nous rendre à la surface. Non, je rigole, on va aller voir les nonos. Il est fixe! Tu veux un nonos? les os. Je sais pas si YouTube va pas cancel la vidéo. En vrai, je pense pas. Pour moi, on a le droit de montrer des os. Ouais, je sais pas, on verra. Si la vidéo se fait ban, on censurera. Mais voilà, donc nous allons aller sur la partie intéressante, celle que vous attendez tous, les nonos. Quand on vous dit que ici, il faut faire très attention, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut vous tomber sur la tronche. Regardez. Je sais pas si on voit bien, mais si tu te mets un peu sur le côté, vous voyez là, ça bombe un peu. Parce qu'en fait, derrière, il y a peut-être un arbre et des racines qui sont en train de pousser progressivement les murs. Donc ça se trouve dans 10 ans, peut-être moins. Ici, ça sera effondré et donc on ne pourra plus passer par ici. Peut-être, je sais pas. Mais vous voyez comment le mur il fait le ventre là, comme ça. Pouh, tu sens que derrière ça pousse hein, et pas comme Thibaut Inchep à la salle. Hein. Pour vous expliquer à quel point nous sommes très profonds sous terre, nous allons lever la caméra et donc vous allez vous apercevoir que on est bas, très bas. On est proche du niveau des enfers. Regarde. Je vais mettre la lumière à fond. Merde, mauvais sens. Voilà. Là, je sais pas si on voit. On voit même pas le fond. Hein. On voit pas le fond. Non, on voit pas le fond. Attends, on va peut-être zoomer. Ouais, mais avec la lumière, de toute façon, on verra pas. Attends. Bon, bref. On est loin. Ouais, On est très profond. Voilà, aussi profond que dans le cul de ta mère. Pas la tienne, hein, Grégoire. Hein. Faut savoir, c'est que vous avez des galeries, et en dessous des galeries, vous avez d'autres galeries. Voilà, l'exemple typique est juste ici. Donc là, vous voyez, en bas, il y a une autre partie de galerie qui est un peu plus profonde et qui ramène à d'autres endroits. D'ailleurs, petite anecdote, le trône d'os sur lequel on a fait le clip Buzzline est dans une partie plus en dessous que le niveau où on est actuellement. Il y a des endroits où il y a des escaliers, mais des vrais escaliers, des beaux escaliers, nickel, hein, mais voilà, en tout cas, il y a des galeries sous les galeries. C'est un peu comme un millefeuille. Vous avez des couches sous les couches. Super l'allégorie. Là, il y a des endroits où il y a des dates, donc 115 S 1865. Je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces trucs. De ce qu'on m'a expliqué, ça pourrait être la dernière injection ou la dernière peut-être excavation de pierre qui a été faite. En gros, 115, ça doit être la parcelle. S, ça doit être l'initiale de la personne qui l'a faite. Et 1865, c'est donc la date. Excavation ou de calcaire ou peut-être injection de boue.
Ce sont les théories que l'on m'a exposées. Donc, vous voyez, il y a des endroits où les couloirs ils sont très très hauts, hein, où on a de la place pour bouger. Et puis il y a des endroits où on est comme ça. On avance tel des gnomes dans les couloirs. I'm a gnome, and you've been gnome. Quand je disais escalier. En voilà un escalier. Qui du coup descend vers d'autres galeries. Tout droit, et puis après on fera à droite, et puis de nouveau tout droit. La deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Ah bah, on y est, tout droit, et puis après on peut que aller à droite. Et oui, parce que du coup j'ai un plan. C'est pour ça que je me permets de descendre, c'est parce que j'ai un plan et que je sais lire le plan, surtout. Parce que, encore une fois, descendre dans les catacombes, c'est vraiment pas forcément si simple que ça. Donc encore une fois, méfiez-vous de ce que vous voulez faire, et faites attention, et prenez soin de vous, et on ne dégrade rien. C'est-à-dire que, vous voyez, tous les tags là qu'on voit ici, à gauche, à droite, ça, c'est non. Ça pue le mazout ici, c'est fou. Toutes les fois où je suis passé, il y a toujours cette odeur. De 2 litres TDI Ouais, de 2 litres TDI, ouais, clairement. Du coup Genre de la grosse BM. oh, plutôt de la vieille Polo. Du coup, je pense qu'il doit y avoir une station-service dans le coin, au-dessus, qui a ses cuves enterrées, et du coup, ce qu'on sent, c'est la cuve de diesel. Je pense. Je n'en suis absolument pas sûr. Mais c'est ma théorie parce que ça fait plusieurs fois que je descends sur plusieurs mois différents. Et clairement, c'est toujours l'odeur, quoi. Il y a toujours cette odeur. Donc, je pense qu'il y a une cuve à mazout dans le coin. Donc ici, vous retrouvez une des nombreuses salles où les gens font des soirées. Vous voyez comment c'est bien foutu, hein. Des petits bancs pour s'asseoir, des petites chaises, une table pour manger ou manger, je ne sais pas. Là-bas, il y a des étoiles sur le plafond. Et donc vous voyez, quand les mecs ils font des soirées ici, ils viennent, ils posent leur truc d'enceinte juste là sur la scène entre guillemets, hein, et ils font des gros stuff. Mais la grosse stuff, quoi. Vous voyez le genre. Tu connais peu en teuf comme ça, là. Si, je sais, on prend de la drogue, beaucoup de drogue, et on fait les ballons aussi. Et on rigole et on prend du poppers et on se fait tirer le cul. Voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est un puits. Donc là, on envoie son petit seau, hop, puis on remonte et glouglou, quoi. Puis Écoli, tout ça, hein. Anne Hidalgo, tu veux organiser les JO, les épreuves de natation, organise-les dans les catacombes, l'eau elle est plus pure que dans la Seine. Hein. Je sais pas, on voit ou pas là les trucs au fond? On voit des petits trucs. Mais... Ouais, bon. Et nous arrivons bientôt au carrefour de la mort. Putain, j'ai mes chaussures qui font chpouic chpouic. C'est trop drôle. Nous sommes actuellement dans le carrefour de la mort. Quand je dis dans, c'est parce que nous sommes vraiment dans. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un mur, il y a un trou, on rentre dans le trou, et on est dans un rond-point dans lequel, vous pouvez le voir, juste ici, il y a pas mal d'os. Et si, hop, on s'avance et que nous venons ici, hop là, on peut se rendre compte du nombre d'ossements. Et encore, ceci n'est qu'une partie de l'iceberg. Là, vous voyez, par exemple, vous avez un fémur, un beau fémur, et qui est l'os le plus solide du corps humain. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a des os ici, il faut remonter à une certaine époque. Au XVIIe siècle, il faut savoir que à peu près tous les soirs, vous pouviez voir des cortèges de charrues, de corps qui étaient déplacés donc des différents cimetières parisiens, parce que maintenant, vous avez 3 gros cimetières parisiens. Vous avez le cimetière du Montparnasse, le cimetière du Père-Lachaise
et le cimetière, j'ai oublié le nom. On a unifié un petit peu tous les cimetières pour en faire 3 énormes, mais avant, il y avait beaucoup de petits cimetières, beaucoup de fosses communes. Mais le problème, c'est que ces cimetières étaient pleins. Et donc, en plus de poser des problèmes d'ordre esthétique, ça posait également un problème de salubrité. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de maladies, de trucs qui grouillaient là-dedans, parce que, je crois, sans dire trop de bêtises, il y avait quand même des endroits où les cadavres étaient à la lumière du jour et tout ça. Donc, ça posait pas mal de problèmes, et il y a eu pas mal d'épidémies. Ensuite, l'idée, ça a été de transférer les ossements, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait des cortèges funéraires qui se faisaient tous les jours, pour venir déposer les cadavres et les ossements peut-être de cadavres qui étaient là depuis plus longtemps, dans les carrières de Paris, dans les catacombes, etc. L'avantage, c'est que ça a libéré de l'espace. Ces endroits où il y avait des petits cimetières, faire des lieux où il y a eu des habitations par la suite. D'ailleurs, petite anecdote, ça a été tellement fouillis, il y a eu tellement de fosses communes où les gens étaient là, laissés là à l'abandon, que encore aujourd'hui, par exemple, on met en lumière en fait des fosses communes. Je crois qu'ils avaient construit un monoprix, quelque chose comme ça, et en fait ils avaient refait des fondations, etc. Ou alors ils avaient détruit un monoprix, un truc comme ça. Et en fait, en dessous, ils avaient découvert une fosse commune où il y avait des ossements. Avant, c'était n'importe quoi. Donc là, ce qu'on a derrière nous, c'est la plus grande des fosses communes. Alors, elle est particulièrement importante par sa taille et par le nombre d'individus qui sont enterrés dedans, puisqu'on a à peu près 150 individus. Et ils ont quand même dû faire un travail d'aménagement considérable pour rendre ça viable. Comme vous voyez, voilà, on se retrouve dans une de ces parties où on peut retrouver pas mal d'ossements. Sachant que ça se compte en millions, des non-dits, des indigents qui étaient laissés là. Là, par exemple, vous voyez, vous avez un des os de René. Voilà, René qui a vécu au XVIIe siècle et qui n'a rien demandé à personne et qui se retrouve qui se retrouve laissé là, alors que potentiellement il avait une famille, on ne sait pas. René, repose en paix. Évidemment, ça fascine les gens. Et oui, d'ailleurs, vous avez un virus, ça s'appelle le virus des catacombes. Quand vous descendez une fois, vous pouvez l'attraper, après vous avez envie de redescendre. Par exemple, Grégoire, je crois que toi tu l'as eu, tu avais envie de redescendre. Tout de suite après, en vrai. Ouais, voilà, tu vois. Ça, c'est logique, tu vois, c'est en mode genre, c'est ce qu'on dit, t'es là, t'es au milieu d'un truc un peu mystique, tu vois. Des ossements, des cadavres qui reposent, tout de suite, ça laisse place à des petites légendes, des histoires d'horreur. Et donc je vais vous en raconter une. Ce qu'il faut savoir, qui est véridique et qui est vraiment arrivé, il y a des gens qui sont morts en explorant les carrières, parce que à l'époque, il n'y avait pas forcément de plans qui étaient référencés correctement, il n'y avait pas forcément les moyens qu'on a aujourd'hui, et donc il y a des gens qui se sont perdus, qui ont fini par mourir de faim, qui sont devenus fous, et forcément ça c'est une logique, c'est avéré. Il y a des gens qui sont morts ici. Ils sont pas morts parce qu'on a déposé leurs cadavres, ils sont morts parce qu'ils ont voulu explorer les catacombes. Pour les plus croyants d'entre vous qui regardez cette vidéo, il faut savoir qu'il y a une histoire comme ça, d'un jeune homme qui a décidé de descendre tout seul dans les catacombes, sans grande connaissance, sans plan, il a décidé de venir. Il s'est perdu, évidemment. Il a tourné et tourné pendant des jours et des jours. Sa lumière a lâché. Il a fini par mourir. Et il y a des gens qui disent que parfois, ils entendent les hurlements. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait, on avait l'impression d'entendre des voix et tout ça, alors qu'il n'y a personne. Et parce que en fait, ça se trouve, les voix qu'on entend, c'est le frérot. C'est le frérot ou c'est des gens qui sont morts ici, tu vois, on sait pas. C'est assez fou quand même de se dire que tu vois, il y a des gens qui ont voulu explorer et qui ont fini par mourir. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a quand même plus de passages qu'à une certaine époque et tout ça, mais c'est fou de se dire que on a retrouvé des cadavres de personnes. Ils avaient plus de lumière, ils avaient plus leur lampe torche et hop là, finito. Finito, t'es mort dans les catacombes. D'ailleurs, il y a une pièce où on a été, qui est pas répertoriée sur la carte, et en fait, il y a son urne, et alors il n'est pas mort dans les catacombes, mais c'était un cataphile qui est décédé et qui a a priori choisi de reposer en paix dans les carrières. Et donc il y a son urne avec une plaque à son nom et tout ça. Donc c'est assez marrant de se dire qu'il y a quand même, tu sais, il y a une vraie communauté des cataphiles qui vouent une adoration à ce lieu, ce qui est compréhensible parce que, c'est ce qu'on disait, c'est mystique, c'est
c'est hors du temps, entre guillemets. Vraiment, quand je dis c'est hors du temps, c'est que là, on est descendu il y a 2 heures. Ouais, 2 heures environ. Et on n'a pas forcément l'impression que 2 heures se sont écoulées, quoi. T'es un peu hors du truc. T'es coupé du monde, donc... T'es coupé du monde, t'as pas de réseau, donc tu perds ta notion du temps, et en fait, c'était Amixem qui avait fait ça. Il était parti faire une expérience avec des gens qui vivaient dans une grotte et tout ça, tu sais. Oui, pendant 24 heures. Non, je crois un peu plus. Je crois qu'il était resté peut-être une semaine, un truc, je me rappelle plus exactement. Et ces gens-là, justement, font pas mal de recherches sur le fait d'être coupé, etc., du monde, et le fait de ne pas voir la lumière du jour, etc., font que ta perception du temps, elle est totalement chamboulée, quoi. Pour certains d'entre vous qui ont pu le faire, il y a donc la partie officielle des catacombes, ce qu'on appelle les catacombes en fait, qui ont été inaugurées par monsieur Éricard de Thury. Écris en ton niveau. Non, c'est ton bide. Ouais, frère. Putain, j'ai entendu. Donc, qui ont été inaugurées en 1874. En gros, ce monsieur a transformé un truc qui était pas... Enfin, voilà, c'était utile en mode genre, bon, bah, on vide les cimetières aux alentours pour faire de la place, etc., pour pouvoir construire des nouvelles choses, et surtout pour endiguer, entre guillemets, des maladies. Donc depuis cette époque, en fait, depuis 1874, on peut visiter les catacombes officielles, qui elles font à peu près 1,7 km de galeries, etc., et dans lesquelles, en fait, vous voyez, il y a tout un tas d'ossements sur les côtés, etc. D'ailleurs, ça me rappelle, j'ai vu un truc du Parisien qui disait c'est un peu comme jouer au domino, ou au capla. Tu joues au capla avec des os. Une expérience hors du commun. L'ambiance sombre et mystérieuse associée à l'histoire fascinante des lieux attire les curieux du monde entier. Ouh, oui, j'ai des notes, hein, c'est bon, arrêtez de me juger. En gros, il y a à peu près 5 à 600 000 personnes qui visitent les catacombes par an. Alors parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins. Genre par exemple pendant le Covid, il y avait personne. C'est quelques millions de personnes qui ont pu visiter les catacombes officielles. En explorant les catacombes, les visiteurs ont l'impression de faire un voyage à l'envers. Oui, bah oui, d'ailleurs je voulais en parler de ça. En gros, ce qui est marrant, c'est que si vous êtes un petit peu sensible à l'histoire, quand vous marchez dans les galeries ici, quand vous passez dans des salles, c'est tellement chargé d'histoire. Ce qui est dingue, c'est de se dire que ça existait déjà il y a des centaines d'années, tu vois, et les gens sont passés par là, il y a des gens qui sont passés ici, et t'es là, tu te dis, en fait, tu remontes un peu le temps, indirectement, tu vois des trucs, bah, c'est ce que je disais, entre les fossiles qu'on peut retrouver, les machins et tout, les gens qui ont laissé des... Parfois, ce que vous pouvez retrouver ici et là, c'est ce qu'on appelle des tracts, c'est des œuvres d'art, entre guillemets, plastifiées, que les cataphiles laissent et tout. Et donc, parfois, tu vas laisser un truc et ça va être découvert, je sais pas, peut-être 5 ans plus tard, tu vois. C'est un peu comme des capsules temporelles. Donc c'est hyper fascinant, en fait, de se dire que là où tu marches, il y a des gens qui ont marché ici, mais pas hier, pas avant-hier, enfin si, aussi, mais il y a des centaines d'années, tu vois. Possiblement, il y avait des mecs, je sais pas, qui sont arrivés ici, qui ont taillé dans la pierre et tout, et ça se trouve, là je touche potentiellement peut-être 200-300 ans d'histoire, juste en faisant ça, voilà. Donc c'est une expérience hyper intéressante de se dire, tu remontes un peu le temps, et en même temps, tu voyages dans le temps, sans vraiment voyager dans le temps. C'est un peu étrange à expliquer, mais vraiment... c'est hyper intéressant. Et évidemment, tout ça, ça fait un peu travailler l'imaginaire. On est là, on se dit, waouh, est-ce que y a des gens connus de l'époque, par exemple, je vais dire une connerie, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des occupations qui ont été dans les carrières, mais il y a aussi eu des résistants. Imagine, genre Charles de Gaulle, il est passé là où toi tu marches, tu vois. C'est marrant de se dire ça, parce que ça reste assez préservé comme lieu. Donc il y a du passage, mais pas tant que ça, en réalité, par rapport à la proportion du nombre d'êtres humains qu'on est sur Terre. Il y a très peu de gens qui peuvent mettre les pieds ici, et donc en fait, bah, ça rend le truc hyper magique, quoi. L'acoustique pourrait enregistrer des albums ici. L'acoustique est bonne. La Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, ici, il y avait des adorateurs du petit moustachu. Parce que tout à l'heure, j'ai dit le mot, mais je vais devoir me bip, je pense. Qui utilisaient les carrières de Paris, bah, tout simplement pour s'abriter pendant les bombardements et tout ça, parce qu'on est quand même facile 20 mètres sous terre. Il y a eu du stockage d'armes, sûrement des interrogatoires musclés
musclé, très musclé. Il y a aussi sûrement eu des réunions secrètes ici. Des moments clés, des moments charnières de la Seconde Guerre qui se sont sûrement décidés ici. Des idées même potentiellement, des idées de trucs qui sont nés ici et qui ont permis de faire ce qui a été fait. Il y a aussi pas mal de résistants qui se sont planqués dans le coin pour éviter de se faire attraper. Parce que même, enfin c'est ce qu'on dit, même s'il y avait des adorateurs du moustachu qui se trimballaient dans les carrières, la probabilité pour rencontrer d'autres personnes du camp adverse était quand même assez faible parce que 300 km de carrière, c'est énorme, 300 km, c'est 3 fois, c'est pour aller dans la Creuse, voilà. En gros, c'est comme si vous preniez le truc, que vous le mettiez tout droit et que vous le traciez depuis Paris. C'est énorme, 300 km. D'ailleurs, je vais mettre un plan, genre tout droit de ce que ça donne 300 km. En mode genre, si on traçait un tout droit, si on prenait tous les tunnels et qu'on les mettait les uns derrière les autres, dans les années 60, les catacombes ont continué de perdurer, enfin les carrières. Je pense que je vais dire les catas parce que ça sera plus simple, mais on se comprend. Si je dis catacombes, je parle pas des catacombes officielles, je parle des carrières en elles-mêmes. Même encore aujourd'hui, c'est toujours le cas, il y a des gens qui descendent ici pour explorer et tout ça. Les catacombes étaient mal éclairées et potentiellement dangereuses en raison des risques de s'égarer ou de se perdre. C'est toujours le cas, on le sait, quand c'est interdit et quand il y a du mystère. Qu'est-ce qu'on fait, Grégoire? On y va. On y va, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait, mon très cher Grégoire, quand des gens font des choses interdites? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas la réponse que t'attends. Non, on les suit pas. Enfin, si, on peut les suivre, mais qu'est-ce qu'on crée? En gros, les brigands, on a créé quoi pour les arrêter? Des flics. Voilà, on a créé ce qu'on appelle les cataflics. Ils ont un nom plus sympa, ils s'appellent les ERIC. Alors, évidemment, ERIC est un diminutif, équipe régionale d'intervention et de recherche en milieu souterrain. Les ERIC ne sont pas que là pour vous mettre des amendes. Non, ils sont aussi là de voir l'évolution des carrières, des souterrains, de voir là où ça bouge, là où potentiellement il pourrait y avoir des éboulements. Porter également secours à des malchanceux qui ont eu l'idée de venir se promener dans les catacombes et qu'ils n'auraient pas dû, parce qu'ils n'ont pas de plan, parce qu'ils ne connaissent pas et parce qu'ils se pensent plus forts. Ils ont pas mal de missions, donc appliquer les règles de sécurité, prévenir les incidents en assurant la protection du patrimoine historique évidemment, qui sont formés spécialement pour intervenir de manière rapide dans les souterrains. Tout à l'heure je vous parlais de la bentonite, donc qui sert pas que à solidifier et consolider les carrières et tout ça, ça sert également pour les chiens qui ont la diarrhée, voilà. Fait des médicaments, vous savez, c'est des barres. Ça bouge pas que les galeries, quoi, ça bouge aussi le cul, quoi, hein. Si vous avez la diarrhée, hop, un peu de bentonite, puis ça va consolider le tout, et puis, la chichi, c'est fini, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, une petite controverse ici et là, voilà, il y a ce qu'on appelle la bentonite fantôme. Alors, je vais vous vulgariser la chose, mais grosso modo, il y a des petits malins qui ont cru bon d'essayer d'escroquer la bentonite qui est injectée, etc. C'est payé avec les impôts des Parisiens. C'est la mairie qui paye des sociétés chargées de venir mettre de la bentonite dans les carrières pour consolider des trucs. Sauf qu'il y a des sociétés qui sont arrivées qui ont dit bon, ouais, on va en mettre, on en facture un peu plus et puis ça se verra pas. Spoiler alerte. Si, ça s'est vu. Des enquêtes ont été lancées pour essayer d'élucider le mystère, hein, évidemment. En lumière des lacunes dans les procédures de suivi de contrôle, hein, voilà. Tandis que d'autres ont avancé l'hypothèse de l'erreur administrative ou la négligence. Je suis bête, on peut aussi en parler. Un cataflique très très célèbre qui a du coup sa propre entrée des catacombes, quand même assez apprécié des cataphiles, c'est Sarat, monsieur Sarat. Je sais plus c'est quoi son prénom, tout de suite, on le met, qui était en fait un cataflique qui, plutôt que de verbaliser et de dire c'est pas bien ce que vous faites, il s'est servi du réseau de cataphiles expérimentés pour justement un peu déjouer les mecs qui étaient là pour faire de la merde. Le mec avait quand même une assez bonne réputation pour un flic, donc c'est quand même sympa d'en parler. Alors j'ai vulgarisé, j'ai grossi le truc pour que ce soit plus simple, hein, mais voilà. Bon. On va continuer d'avancer. Bon, vous pourrez noter une légère baisse au niveau de la qualité vidéographique parce que... Oh putain, je me suis baissé alors qu'il n'y avait pas besoin.
parce que carte mémoire full, donc faut qu'on gère autrement. Il y a une anecdote très intéressante sur les catacombes. Il y a de ça quelques années, s'est tenu dans une des plus grandes salles, un très grand récital avec des cuivres, des gros violons, des gros violoncelles, des contrebasses, des trucs comme ça, bref, un opéra qui s'est tenu dans les catacombes. Donc c'est quand même assez incroyable de se dire que il y a des gens, ils sont descendus avec leurs instruments et ils se sont dit, on va jouer et on va faire un truc gueudin. Attention, trou. Je m'attendais pas à ce que ce soit si profond, putain. Attention, Pierre. Pierre. Présent. Pierre. Pierre n'est pas là. Pierre. Oh, regarde. Ouais. Il y a des gens qui font Des petites sculptures sympathiques avec la boue. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'en général, quand vous trouvez des petites sculptures comme ça, en dessous, il y avait des tags. Donc on prend pour effacer les tags, on prend la boue comme ça, et on étale, et ça efface les tags. On les appelle les frotte-connards. D'ailleurs, extrait, je le fais dans un de mes clips. Buzzline. On attend de moi des choses que je ne ferai pas. Tu as vu? Ah putain, ça me goûte dessus. Il y a même des stalactites qui commencent à se former. En fait, c'est un peu de la spéléologie, hein. Visiter les catacombes, c'est indirectement, c'est totalement de la spéléologie en fait. C'est super, enfin, moi vraiment, je trouve ça passionnant de te dire que là, on marche dans des couloirs qui étaient déjà là en 1857. Donc en gros, il y a, alors, 3 pour aller à 60, 40 pour aller jusqu'à 1900, donc ça fait 43, plus 100 pour aller jusqu'à 2000, ça fait 143, et tu rajoutes 4, ça fait 167. Non, je crois pas. Hein. Les gens, ils m'avaient clashé dans mon interview de légende où ils disaient oui, c'est pas calculé, gna gna gna, 15 x 3, gna gna gna. Mais en fait, les gens, ils ont pas compris le raisonnement du truc. Non, mais t'as peut-être raison. Ouais. 1857 moins 2024, 167. Ah, okay. Bah, tu vois. Donc tous ceux qui disaient que je savais pas compter sur les jambes, je vous emmerde. Chemin conduisant, ah non, si, conduisant, à la rue du Champ d'Asile. Et je crois que cette rue ne doit plus exister dans Paris. Je suis pas sûr, mais pour avoir pas mal vadrouillé dans Paris en voiture, Champ d'Asile, je ne me rappelle pas l'avoir déjà eu. Donc, par où on va maintenant? Par là. Vous voyez, c'est super important. C'est que, en fait, tous les couloirs se ressemblent, donc ayez un plan si vous décidez de descendre dans les catacombes et que vous arrivez à trouver un accès, si vous arrivez à trouver un accès. Encore une fois, on fait du warning alerte, mais pour vous donner un ordre d'exemple, vous voyez, on va faire un truc très simple. On va couper la lumière et vous allez comprendre que ici, il fait vraiment noir. Voilà, donc là, la lumière, elle est éteinte et il fait noir. Parce qu'en vrai, tu vois, quand il fait nuit, t'as toujours des lumières un peu parasites, que ce soit dans ta chambre et tout, ou t'as la lune, tu vois, pour t'éclairer. Mais là, zéro lumière. Donc à n'importe quel moment, tu vois, t'arrives, t'as pas de bruit non plus. À part les gouttes d'eau. À part les gouttes d'eau. Et peut-être le métro des fois, mais sinon... Ouais, et encore, tu vois, tu vas entendre... Parce qu'il n'y a pas des accès partout, c'est ce qu'on disait, vous voyez, on vous a montré des bouches d'égout, mais il n'y a pas d'échelle pour descendre. Donc le seul moyen de descendre, oh, un petit bout de crâne, ça c'est Phébus. Vous voyez, tout ce qui reste de vous à la fin de votre vie. Et je me suis stoppé dans ma grande réflexion que j'étais en train de dire. Je disais quoi déjà? Je ne sais plus. Oh, on va vous montrer un petit bout d'en bas. Donc là, vous voyez, on est un niveau encore au-dessus. Aïe, encore au-dessus de là où on était. Anecdote, notre nom de cataphile, on le trouve par rapport à un truc qui vous est arrivé dans... Pardon, un truc qui vous est arrivé dans les catacombes. Et il y en a plein qui s'appellent Tête. Parce que du coup... Justement...
Moi, mon nom de cataphile, c'est à cause de ça, justement. On t'appelle le Gaulois parce que tu as peur que le ciel te tombe sur la tête. Là, tu sais que je ne sais absolument pas où on va. Hein. Ah bah super. C'est pour ça qu'on va pas trop s'éloigner du chemin par lequel on est passé. Alors je vais faire une blague. C'est très morbide. Être ou ne pas être? Telle est la question. Bon, c'est dommage, il n'est pas complet. Ouais. Shakespeare. Rue Alexis Démon. Ah, je pense que c'est un cataphile. Parce que ça m'étonnerait qu'il ait un nom de rue. Ça doit être une plaque commémorative. Ah ouais. 1971-2005. Putain, il est pas mort bien vieux. Hein. Côté du couchant. Donc là, il y a plein d'ossements. Quand on zoome un peu. Hop, hop, hop. Ah Attends, c'est moi je t'ai fait peur. Ouais, J'étais en train de regarder à gauche, je sais pas si tu reprends la caméra. Conclusion. Encore une fois, je le dis, je le redis, on ne descend pas sans être un minimum préparé. On met des vêtements qui craignent pas, on prend des bougies, des chauffe-plats. Quand on arrive dans des salles, éventuellement on en laisse quelques-uns si on se pose pour manger ou quoi que ce soit. On respecte les lieux, pas de déchets, rien, on ne tague pas, on préserve les lieux. C'est quand même chargé d'histoire, malgré le fait qu'il y en ait quand même beaucoup. On respecte les autres personnes que l'on croise, évidemment. On ne leur manque pas de respect, on essaye de pas être trop bruyant. Ah bon, de temps en temps, on rigole, bouh, ça fait un peu de bruit. Bon. Et pour finir, on ne descend pas sans plan et sans une personne qui est descendue plusieurs fois et qui s'y connaît. Sinon, ça vire à la catastrophe. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Donc, on fait attention et on ne fait pas n'importe quoi. Déjà, merci à Grégoire d'avoir accepté de faire le cadreur ce soir pour cette vidéo qui ça rendra pas forcément honneur à l'ambiance et à ce que j'aimerais faire ressortir du lieu. Même si je vous déconseille de descendre, je vous invite quand même à le faire. Trouvez des personnes qui s'y connaissent, des personnes qui seront OK pour vous emmener. Ne le faites pas tous, ça fera beaucoup. Mais en fait, c'est un peu étrange comme sensation de dire aux gens « ne venez pas », mais en même temps, venez parce que c'est incroyable. C'est une expérience à vivre. Ouais, c'est ça. Faites au moins les catacombes officielles. Si vous avez l'occasion de le faire, testez, franchement. Ça reste une ambiance un peu particulière, pour le coup, aussi captivant que les carrières non officielles. Visitez au moins les catacombes officielles, ça vous donnera un premier aperçu de ce que c'est. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et j'espère que vous aurez réussi un petit peu à vous faire rentrer dans un univers un peu chargé historiquement de trucs captivants. Abonnez-vous en masse à la chaîne, on est quasiment 18 000 à l'heure qu'il est, c'est ce que je disais en début de vidéo. Donc abonnez-vous en masse, surtout mettez des commentaires. Si un jour vous avez déjà visité, dites moi j'y suis déjà allé, que ce soit les catacombes officielles ou non officielles, peu importe. Manifestez-vous dans l'espace commentaire, mettez des pouces en l'air, vous pouvez aussi mettre des pouces en bas si le contenu ne vous plaît pas. Vous pouvez mettre également des critiques constructives, négatives sur mon contenu en commentaire, je répondrai à tout le monde, je réponds d'ailleurs à tout le monde, même aux haters, sachez-le. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires. C'était Ulysse et Erosan, c'était Greg derrière la cam. Je vous fais des bisous et ciao. Alors on verra moins bien du coup, mais là vous avez encore un fontis. Et c'était celui-là que je voulais vous montrer à la base, parce que vous voyez, c'est super intéressant de se dire, en fait, ça tombe comme ça, en voûte, et au-dessus, c'est encore effondré. Donc bon. Voilà. Oh là là, il y a de l'orage dans le coin.